Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce 101% du mardi ma foi. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette saison extraordinaire que vous avez passée avec nous à No Life. Bientôt c'est fini, mais vous nous retrouvez dès jeudi à la Japan Expo, et on dit pas à la Japan Expo mais à Japan Expo. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Non, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, ceux qui disent la Japan Expo, c'est un peu des noobs. C'est un peu des noobs. Merci Alex, ça va me manquer tout ça. Aïe aïe aïe. Bon, je vous donne quand même le programme de Japan Expo. Ouf, j'ai failli faire le non, noob. de 101%. Non, d'abord non, parce qu'il y aura 2 chez Marcus en live sur scène. Ah ouais, quand même. Excuse-moi, Ouais, ça sera le jeudi et le vendredi à Japan Expo, et non pas à la Japan Expo. On aura du J-Top tourné en live, ça ce sera sur le stand. On aura aussi des séances de dédicaces de Flanders. On aura un podcast avec écran.fr, ce sera le vendredi il me semble. C'est le vendredi ? Voilà. Bref, un super programme. On a surtout plein de t-shirts à vous vendre. Il y aura aussi le Visiteur du Futur, et je crois Noob aussi en dédicace. Ah, Noob, mais c'est pas moi, c'en est un autre. Non, Noob, c'est une super série. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, bref. J'adore dire super série. C'est une super série. Oui, c'est une super série. Bon, bref, en tout cas, on a plein de t-shirts à vous vendre, et surtout achetez-les, c'est très important. En attendant, on revient. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il nous faut des sous pour qu'on se retrouve l'année prochaine. Sinon, on tient pas l'été là, ouais. Et sinon, on tient pas l'été. Alors, le sommaire. Ah oui, non, mais parce que bon, c'est presque les vacances, alors on en oublierait presque les fondamentaux. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on aura un reportage qui sera plutôt, finalement, ce sera plutôt une interview. Ce sera sur Jean, c'est un film réalisé par Sandra et Hugues Martin, des amis de longue date de Game One et de MTV. On verra ça ensemble, pourquoi pas. On aura ensuite Temps perdu, suivi d'un rétro magique sur Ishar, des vieux jeux de Psygnosis à la française. Mais tout de suite, on se retrouve avec les news. Après avoir distribué SBKX et Superstars V8 Next Challenge, Tradewest Games poursuit sa collaboration avec Black Bean et le studio milanais Milestone avec l'annonce de la sortie de WRC. La simulation officielle du championnat de rallye sortira cet automne sur PS3, Xbox 360 et PC. Elle comprendra les habituels modes carrière et multijoueur, 13 lieux différents, un moteur physique que l'on nous promet ultra réaliste et la gestion visuelle des dégâts subis par les véhicules. Reste à savoir si ce WRC sera à la hauteur de l'excellent Colin McRae Dirt 2, la référence actuelle du genre. Attendu par les fans depuis quelques semaines maintenant, le mode Onslaught, rebaptisé mode Rafle en français, est désormais disponible. Destiné à Battlefield Bad Company 2, ce DLC payant, téléchargeable sur PS3 et Xbox 360 pour 800 points Microsoft, permet enfin de jouer en coop, et ce jusqu'à 4. Rafle comprend 4 niveaux de difficulté, un nouveau véhicule ennemi, le bateau de patrouille Mark V, ainsi que 4 cartes améliorées. Les maps Valparaiso, Atacama Desert, Isla Inocentes et Nelson Bay ont été modifiées pour accueillir ces parties en coop contre des ennemis gérés par l'intelligence artificielle du jeu. Difficile de ne pas penser au tout récent mode coop téléchargeable de Red Dead Redemption, qui lui était gratuit. Présenté à l'occasion du dernier E-Cube sur le stand Square Enix, Mindjack est un third-person shooter développé par le studio japonais Philplus. Situé dans le futur en 2031, il permet de diriger un personnage capable de sauter d'esprit en esprit pour prendre le contrôle de ses ennemis, mais également de civils, voire même de robots. On pense bien sûr au film bien pourri Le Témoin du Mal avec Denzel Washington, au vieux FPS de Shiny Messiah, ou encore à la fonctionnalité Shift annoncée par Ubisoft pour son reboot de la série Driver. Vous savez, ce pouvoir qui permet de sauter de véhicule en véhicule pour en prendre le contrôle. Et histoire d'être bien dans l'air du temps, Mindjack sera bien sûr jouable en coop online. Le jeu est annoncé aux US pour le mois d'octobre sur PS3 et Xbox 360. Reste à espérer que son pitch sous influence cache un gameplay bien jouissif. Unknown hostiles in Sector 5. Request data loop. Do you copy? What's this? See these, Agent Jim? In the last 26 months, over 1,800 deaths just disappeared off the system. Who's the real enemy? They hide. They
break into the soldiers' minds and machinery and launch savage attacks. Hack into the minds of citizens and make them allies to fight against your enemies. System Works et Zen United ont tout récemment annoncé la disponibilité du personnage de Makoto pour leur prochain BlazBlue Continuum Shift. Pour rappel, ce jeu de combat 2D, développé par les créateurs de la série Guilty Gear, fait suite à l'excellent BlazBlue Calamity Trigger, sorti en avril dernier sur console HD et PC. Makoto, qui était déjà présente sous la forme d'un personnage non jouable dans Calamity Trigger, sera cette fois-ci jouable et téléchargeable en octobre prochain sur PS3 et Xbox 360, soit à la sortie de Continuum Shift. En plus de ce nouveau perso franchement charismatique, le DLC comprendra un nouveau didacticiel, des défis supplémentaires destinés au mode challenge, la version alternative Unlimited de Makoto et quelques autres broutilles comme des couleurs de costumes additionnelles. On ose espérer que ce DLC sera gratuit, vu qu'il sortira en même temps que le jeu en boîte. Le contraire serait plus qu'agaçant. Cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose de geek, mis à part un iPhone qui est sorti 4. D'ailleurs, je tiens à souligner que Apple commence à vraiment faire chier. C'est un scandale, car on ne peut pas synchroniser ce putain de téléphone si on n'est pas sous Léopard. Et donc, si on a Tiger, qui est quand même finalement un système pas très vieux, on ne peut pas le synchroniser. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui se retrouve dans la merde à cause de ça. Pourtant, il a une machine professionnelle. Et je trouve ça absolument anormal. Voilà, c'était juste pour déconner. Mais maintenant, on va retrouver le reportage avec Sandra et Hugues Martin. Voilà. T'as quelque chose à dire, monsieur le directeur des programmes ? Et ben voilà, on commence à lui fermer sa gueule, celui-là. Allez, c'est parti les gars, on a des chemins à faire. En marche, sur une file. Eh ben, je suis Hugues Martin et avant de faire Jean, je travaillais chez Monsieur Bricolage. Les deux qui manquent en général, c'est ça? Et moi je suis Sandra Martin et avant de faire Jean, j'ai fait plein de choses. Sandra et Hugues Martin ont en effet fait plein de choses, plein de trucs, plein d'habillage, de prod, de direction artistique pour la télé, avant de se lancer dans le cinéma. Les habillages de Télévisateur 2 et Player One, c'est Hugues, la toute première identité graphique de Game One également. Mais après 15 ans de production télévisuelle, Sandra et Hugues ont commencé à réfléchir au cinéma. En fait, à un moment donné, on est arrivé où toi tu saturais, Sandra, toi tu travaillais dans la production. Ouais, on saturait un peu tous les deux, mais on avait très envie de faire un film. Donc on a commencé il y a je dirais, 8-9 ans, l'écriture de Jean, tout en se disant, on verra bien, quoi, on se jette à l'eau. Donc on a fait ça de manière assez épisodique, tout en travaillant tu vois, ailleurs, etc. Et puis, bon an, mal an, ça a commencé à prendre forme, le scénar était pas mal. Et puis, on a été suivis, finalement. Voilà, le scénario a eu des prix, il a gagné des prix au CNC, il a eu l'avance sur recette, et ça nous a vachement aidé, en fait. Et ça nous a donné du sérieux, en fait. Ça a donné du sérieux au projet, quoi. Ouais, d'un coup, c'est devenu possible. Je pense que tous les premiers films sont difficiles à monter, parce qu'en fait, quand on fait son premier film, on a beau avoir 10 ou 15 ans de carrière derrière soi, on redevient débutant. Donc, d'un coup, vous faites quelque chose pour la première fois de réputé comme très compliqué, et effectivement, on le confirme, c'est très compliqué à faire. Et donc, vous redevenez un débutant, donc vous devez convaincre les gens que vous êtes capable de faire ça. Et ça,
c'est pas facile comme état d'esprit. Beaucoup de gens abandonnent en cours de route. Finalement, pour réussir à faire un film, il faut beaucoup de temps, mais il faut aussi surtout beaucoup de ténacité. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de talent, sinon tous les premiers films seraient tous géniaux. Mais par contre, faut tenir, quoi. On se réjouissait, une année on se réjouissait en disant ça y est, c'est bon, on va y arriver. Puis l'année d'après, on rasait les murs parce qu'on avait honte de dire non, finalement ça a été retardé encore. Et ça a duré 8 ans quand même. Ouais, que ça a démarré, on n'a même pas eu le temps de réaliser que ça a démarré, on était déjà au Maroc. Comme on était hyper méfiants, on se disait non mais de toute façon, au dernier moment ça va pas se faire. Et en fait, on s'est retrouvés comme deux cons dans les dunes, mais vraiment. Non mais c'est marrant parce que vraiment on a compris que le film allait se faire 4 mois avant de tourner. Ouais. Une persévérance qui finit par payer et qui permet à Sandra et Hugues Martin de pouvoir enfin boucler un film a priori pas très facile à financer. Une histoire de soldats perdus en plein désert pendant la guerre d'Algérie qui se trouvent confrontés à des phénomènes surnaturels. Un concept qui a été mûri lui aussi pendant de longues années. C'est un mélange en fait de circonstances, tu vois, où on a rencontré des gens, on a discuté, on s'est documenté, on est tombé sur les djinns un peu par hasard. On est tombé sur un poème de Victor Hugo qui s'appelle Jeans. On a commencé à se documenter, djinns. Et puis Hugues a un... Et oui. Et Hugues a un oncle qui a fait la guerre d'Algérie. Et on a tout raccordé, en fait. Voilà, on s'est dit, pourquoi pas des militaires confrontés à des djinns. Parce qu'il y a un thème classique, hein, ça ressemble à Predator, ça ressemble à plein de films qui existent. Déjà, il y en a des dizaines. Mais on a voulu vraiment prendre le thème, et prendre c'est presque un sous-thème du cinéma de genre, hein, et le transformer un peu par rapport aux créatures qu'on avait qui sont les djinns. J'ai lu le scénario que j'ai trouvé d'abord extrêmement bien écrit, extrêmement bien dialogué, avec une caractérisation très forte et surtout voilà un film qui mélange les genres. Ce film, la chose particulière, c'est que l'histoire domine tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas les personnages qui font avancer l'histoire, c'est ce qui se passe. Il y a une atmosphère qui se dégageait déjà dans le scénario, un rythme, une atmosphère particulière. Avant d'être un film de genre, c'est un vrai film de guerre. Et un vrai point de vue sur la guerre d'Algérie. Et ensuite, ça vire vers un film un peu fantastique. Et ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que les militaires comprennent pas ce qui leur arrive et... Tout à coup, ils sont confrontés à quelque chose qui les dépasse. Et là, on bascule doucement dans le fantastique. Et enfin, en 2009, toute l'équipe s'envole pour le Maroc pour tourner un film. Et là, ça ne rigole plus. Après tant d'années d'attente, il faut se lancer dans le tournage et réussir le challenge, car dans ce genre de situation, il n'y a pas de seconde chance. Moi, personnellement, je sais pas toi, moi j'ai eu un vrai moment de panique, vraiment. C'est malgré l'air détendu et voir désinvolte, tu vois, derrière le combo, tu te rends compte qu'il y a 100 personnes derrière toi et tu fais bon. La réalisation pour les nuls, non, tu vois. Non, il y a eu un moment, de vraie pression où tu te dis quand même, on est hyper responsable de tout ça. Eux n'ont rien demandé, on les a emmenés jusqu'au fin fond du désert, il va falloir assurer maintenant. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, tu pars à deux dans ta cuisine à écrire un scénario et tu te retrouves à une centaine dans le désert avec toute l'infrastructure qui va avec, quoi. Des dizaines de camions, des tentes pour faire manger les gens, un self itinérant, enfin voilà, c'est assez fou, quoi. Mais finalement, on s'habitue, hein. Il y a des petits moments on peut presque douter parce que c'est quand même très l'éclairage, la poussière, le sable qui vole. Silence, s'il vous plaît. Se prendre des 2 ventilos d'avion qui soulèvent du sable et du ciment à 3h du matin. Il fait super froid, on est en chemisette. Toute l'équipe prenait de la poussière plein la gueule. C'était assez jouissif d'être tous ensemble dans ce truc. On était là, on s'en fout, on s'en fout. On tournait très vite, on tournait une moyenne d'une 20aine de plans par jour. Et on privilégiait vraiment la qualité du jeu des comédiens, en permanence. C'est-à-dire que parfois, on avait des prises très bonnes, mais qui avaient un défaut technique. Qui pouvait être à l'image, ça allait d'un figurant qui n'est pas à la bonne place, d'une antenne de télé qu'on peut voir, j'en sais rien, plein de choses comme ça. Et puis on disait, bon bah c'est pas grave, on garde la prise, on l'effacera après. Et donc on a fait beaucoup de plans comme ça, il y en a eu plus d'une centaine, où les armes qui marchent pas, ou des choses comme ça, et on rajoute les flammes en post-production, c'est des choses très simples.
C'est là où l'expérience de Hugues Martin dans le graphisme et l'habillage vidéo va servir le film. Pour compenser le budget modeste de ce premier long métrage, il va s'atteler à faire lui-même plus d'une centaine de plans à effets spéciaux pour corriger tous les défauts techniques, laissant ainsi les mains libres au reste de l'équipe des effets spéciaux numériques. Puis après, il y a une équipe d'effets spéciaux, sérieux, on va dire, qui ont eux fait tout ce qui est 3D, tout ce qui est compositing compliqué, etc. On était avec eux tous les jours, pendant 8 mois. Mais par contre, eux, ils ont fait des choses très compliquées, quoi. Des créatures animées, les jeans, un avion qui s'écrase, enfin des tas de choses, quoi. Pour nous, l'important, c'était de réussir ce film, quel que soit le succès critique ou public qu'il aura. Ça y est, il a sa vie, tu vois. Vraiment, pour le coup, il est parti. Il nous a échappé totalement. Il part en Suisse, là. Il se débrouille. Il se débrouille. Donc, suivant, on ne sait pas trop encore. Bon, on a quelques pistes, quand même. On a quelques pistes, peut-être un film sur la Première Guerre mondiale, peut-être... Voilà, peut-être qu'il n'y aura pas trop de filles, peut-être qu'il y aura encore des... Que des mecs. Encore des armes, des tranchées, des trucs comme ça, non. Mais non, on réfléchit au suivant. Mais j'espère franchement qu'on ne mettra pas 8 ans pour le monter. C'est toi le chef ici? La gardienne. Où sont les autres? Fais la garde! C'est nous! Ce sont des djinns, des habitants du désert. Ils manipulent l'esprit des hommes pour les rendre fous. Vous avez violé leur territoire. Alors, je voulais quand même dire, oui. Hugues Martin, Hugues Martin, total respect. Il nous a appris plein de choses quand même. Bah, surtout à toi. Moi, je n'ai pas trop discuté. J'ai peu eu l'occasion. En fait, moi, j'ai peu eu l'occasion aussi, mais à chaque fois que j'avais des petites occasions. Oui, parce qu'en fait, Bitoman, c'est quand même grâce à Hugues Martin, c'est ça. Il donnait tous les conseils. Faut pas dire ça à ce point-là, mais il m'a appris à étalonner sur Bitoman, ouais. Eh ben, regarde, on peut faire un peu. Regarde ce que tu peux étalonner. Bah non, c'était en bêta. Oh là là, la mauvaise langue. Ouais, c'est vrai. Bitoman, le premier, il n'était pas en BHS. Il n'était pas en bêta, le premier. Et quand j'étais à Nice, il n'y avait pas Hugues Martin avec moi. Je te parle quand j'étais à Game One, j'en étais au 13 à cette époque-là. Ah là là. Il était bien le 13, non? Ouais, souvenir. Souvenir. Et donc, il paraît que c'est Sandra qui t'a fait tes premières fiches de paye. Ouais. Au début, à Game One, elle était chargée de prod. Et donc, la première fiche de paye que j'ai eue de Game One, c'était Sandra qui l'a fait. Hein. Ouais. Ça fait pas vieux, ça, comme style. Eh ben, je trouve ça assez magique. Bravo. Et ouais, ils ont fait un film. Wow. Oui, ils ont fait un film. Alors que toi, non, t'as fait une chaîne de télé. T'es vraiment minable. Sur ce, on va regarder Temps perdu. Bonjour! Vous aussi, vous voulez faire grève pour soutenir les verts, les rouges, ou plutôt les bleus parce que c'est plus drôle? Mais qui dit grève dit moins de salaire. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Ah, les grandes vacances. Bon, ok, si on n'est plus étudiant, ce ne sont plus réellement des grandes vacances, mais au moins, c'est l'été, et c'est le moment d'aller exposer son corps grassouillé sur les plages, de faire des bombes dans les piscines, et d'écraser le château de sable du mioche d'à côté, parce que c'est comme ça, hein, et puis ça lui inculquera les bases de l'inégalité sociale. Un peu comme dans Crush the Castle qui revient pour un second épisode. Alors il s'agit toujours d'anéantir les royautés adverses à coups de pierre, bombes et tout ce que le jeu a prévu de vous donner pour massacrer des têtes couronnées. C'est toujours aussi fun, jouissif et défoulant. Sur la plage, d'ailleurs, on ne fait pas que des châteaux de sable. On joue aussi à la baballe, sans but, juste histoire de se la passer. Le temps de prouver à tous ceux qui nous entourent que oui, le sport, c'est pas notre truc. Toujours un peu comme dans Soccer Balls, qui est tout sauf une simulation de football. Non, là, il faut balancer la balle sur l'arbitre pour l'énerver. Quel est l'intérêt? Je n'en ai pas la moindre idée, mais au moins, c'est rigolo.
Et l'été, c'est aussi et surtout le moment de faire des rencontres, de se faire des bisous et d'être super heureux pendant environ 4-5 heures. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Loved de Alexander Osias. Non, là, dans cette expérience plateformesque, on nous hait. On nous hait et on veut nous soumettre. C'est glauque, parfois un peu flippant, mais sympathique. Mais une fois que vous serez libéré de l'emprise du vilain monsieur ou madame, on sait jamais, vous pouvez toujours aller jouer les dieux créateurs dans Doodle God. À partir des 4 éléments de base, vous allez devoir créer la lave, les ouragans, la vie, et tant qu'à faire en passant, l'homme. C'est bien pensé, plutôt cool, et ça occupe un bon moment. Ce qui tombe plutôt bien car vous le savez, il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus. Oui bon alors je sais, je me suis pas foulé, mais au moins c'est la dernière et c'est fait. Allez, à l'année prochaine. C'est le dernier Rétro Magique de l'année. Je pense qu'on peut rendre hommage à Julien Pirou à cette occasion. Rendons hommage à Julien Pirou. Je sais que t'adores faire ça. Hein. Je rends hommage à tous les gens, qui tu veux. Moi, je suis hyper consensuel, corporate. Oui, parce qu'en même temps, on peut rendre hommage aussi à Nicolas Robin. On pourrait, mais Nicolas Robin, non. D'accord. Non. En tout cas, ils ont travaillé dur cette année. Tu sais qu'ils ont du boulot à côté. Hein, c'est des gens qui travaillent beaucoup et donc ils font des choses pour Noël. Ils font plus de leur taf le soir quand ils ont un peu de temps. Ouais. Voire même le matin parfois. Voilà, quand ils peuvent, dans le métro. Non, parce qu'ils n'ont pas de portable. Ah si, peut-être Julien, il a un portable. Et tout ça pour vous, hein. Eh ben, vous avez qu'à les retrouver à la Japan Expo des jeudis, tiens, par exemple. Des vendredis ? On va les retrouver où ? À Japan Expo. Voilà. Je suis vraiment un noob. La société Silmaril était l'un des développeurs français emblématiques de la période Atari-Amiga. Fondée en 1987 par les frères Louis-Marie et André Roch, la société est connue pour ses jeux au graphisme soigné et au gameplay inventif, quoique parfois un peu obscur. L'un des titres de Silmaril les plus célèbres est sans aucun doute la série de RPG des Ishar. La série des Ishar commence avec Crystals of Arborea, que l'on peut considérer comme le prototype de la saga. Crystals of Arborea place le joueur dans la peau du prince Jarel. Accompagné de 6 vaillants compagnons, Jarel tente de retrouver les 4 cristaux magiques volés par Morgoth, le seigneur du mal. Les plus littéraires parmi vous auront déjà compris que Silmaril n'était plus à une référence à l'œuvre de J.R.R. Tolkien près. Crystals of Arborea propose des graphismes de grande qualité et une vue à la première personne. Les déplacements s'effectuent en case par case, à la manière des Wizardry ou encore Bard's Tale. Le jeu propose un mélange intéressant de jeux de rôle, d'action et de tactique. Lorsque Jarel et ses compagnons croisent un ennemi, le joueur doit gérer le combat au tour par tour sur un damier. Chaque classe de personnage a ses propres capacités. Les guerriers peuvent se battre au corps à corps, les archers peuvent tirer sur l'ennemi à distance, et les magiciens, pour peu qu'ils aient passé leur tour avant, peuvent utiliser divers sorts pour frire les forces du mal. Ishar sort en 1992 et propose un gameplay plus évolué que celui de Crystals of Arborea. La dimension tactique se limite désormais au placement des personnages sur une grille, les combats se déroulant en temps réel. Ishar est donc peut-être l'un des tout premiers représentants du genre action RPG. Le jeu prend place sur l'île de Kendoria, bien des années après la quête du prince Jarel. Ce dernier a été tué par le démon Krog, fils de Morgoth, qui sème mort et désolation sur le monde depuis sa forteresse d'Ishar l'inconnu. Le joueur va devoir rassembler une équipe de 5 aventuriers et retrouver les anciens compagnons de Jarel afin de pouvoir défier Krog et sauver le monde. Outre sa grande qualité graphique, l'une des particularités d'Ishar était son système dynamique de relations entre les différents membres de l'équipe. Chaque PNJ rencontré dans le monde d'Ishar était potentiellement recrutable, mais à chaque fois que le joueur voulait prendre un nouveau personnage dans son équipe, les autres membres votaient pour ou contre. Ils votaient également lorsque le joueur voulait renvoyer un de ses personnages. Il était possible de faire lâchement assassiner un de ses compagnons, quitte à faire littéralement imploser le groupe. Il faudra attendre la série Baldur's Gate pour retrouver cette idée que les membres de l'équipe ont leur mot à dire sur les actions du joueur. Ishar était connu pour sa grande difficulté, due en partie au fait que la moindre sauvegarde obligeait le joueur à verser pas moins de 1000 pièces d'or. À ce prix-là, autant dire qu'on ne sauvegardait pas souvent, mais les donjons n'étaient pas pour autant moins dangereux, bien au contraire.
Avec le succès rencontré par Ishar 2 ne tarde pas à suivre. Le gameplay est très similaire à celui du premier épisode, mais a été affiné, et le jeu inclut de multiples nouveautés de gameplay, notamment un animal familier que le joueur pourra invoquer pendant la bataille. On notera également la présence d'un cycle jour-nuit, qui détermine l'ouverture des boutiques et des tavernes, et même de la discothèque médiévale. Oui, vous avez bien entendu. Le joueur incarne cette fois-ci Zubaran, le nouveau seigneur d'Ishar. Mais le sorcier Shandar convoite son territoire, et Zubaran doit se lancer dans une quête à travers un archipel d'îles pour le mettre hors d'état de nuire. Ben oui, on ne peut pas passer son temps à se dorer la pilule en haut de sa tour, hein. Une fois encore, les anciens compagnons de Jarel auront un rôle à jouer dans l'aventure. Ishar 2 propose un terrain de jeu 3 fois plus grand que son prédécesseur, avec des graphismes une fois de plus très réussis. Les ambiances sont particulièrement soignées, chaque île ayant son propre climat et sa propre atmosphère. Le joueur pourra recruter une grande quantité de compagnons aux looks uniques. Il n'est plus nécessaire de payer pour sauvegarder dans Ishar 2, mais le jeu n'en reste pas moins difficile et la mort fréquente. La saga Ishar connaît sa conclusion en 1994 avec les 7 portes de l'infini. On y incarne une fois de plus Zubaran, même s'il est possible d'importer d'autres personnages si l'on possède une sauvegarde d'Ishar ou d'Ishar 2. Zubaran est cette fois-ci confronté au dragon Sith, un grand dragon noir qui se ferait bien un méchoui de héros. Pour l'arrêter, Zubaran doit franchir les 7 portes, mentionnées dans le titre du jeu, pour remonter le temps et affronter les forces du mal à différentes époques. Le niveau de difficulté d'Ishar 3 est un peu revu à la baisse, en tout cas en ce qui concerne les combats, car le jeu reste globalement assez hardcore. En effet, dès les premières secondes de jeu, Zubaran est lâché dans un véritable dédale urbain, dans lequel il est bien difficile de se retrouver. Certes, les graphismes sont une fois de plus splendides, mais quand même, commencer par un labyrinthe, c'est un peu dur. Le jeu n'en reste pas moins un bon action RPG, et on y retrouve l'ambiance inimitable caractéristique de la série Ishar. Un Ishar 4 fut envisagé quelques années plus tard, mais resta à l'état d'ébauche. Il semble que certaines des idées développées pour ce 4e épisode furent recyclées dans un jeu d'action-aventure baptisé Asgan, un clone médiéval fantastique de Tomb Raider. Silmaril a finalement fermé ses portes en 2003. Chaudes larmes et Dwil Gelling Ding Dong aux nobles développeurs. Plateau de fin, là t'es Plateau content. de fin, c'est le plateau de fin du Bardi, le dernier de la saison. Qu'est-ce qu'on a fait au final à propos de Benoît? Ça y est, t'as trouvé son remplaçant ou pas pour l'année prochaine? Et il me reste encore quelqu'un à caster demain. C'est qui? Bah, je sais pas, on m'a dit qu'il y a encore une personne à faire. Et c'est surprise? J'attends qu'elle arrive. Bah, je vais la tourner juste après toi. Donc c'est une fille? Enfin, la personne. Quoi. Ah merde, c'est féminin. Je sais pas encore qui c'est. On m'a dit que quelqu'un descendait tout à l'heure. Waouh, vous en faites des cachotteries quand même. Eh bien voilà, dernier mardi de 100%, on l'a fait très calme, j'ai trouvé. Vraiment très calme. Sur ce, oui Alex, encore un petit mot. Des coups de boule gentils quoi. Non. Moi j'ai pas fait de coups de boule là. Ah bon? Non, je crois pas. Enfin, à bientôt, voire même à jeudi pour la dernière de l'année.